Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, on est très heureux de vous accueillir à cette quatrième et dernier, oui, les bonnes choses ont toujours une fin, dernier mardi de Démoclès. Voilà, je vois que le nombre de connectés augmente. Effectivement, on a eu beaucoup d'inscrits, on a dépassé les 350 inscrits pour ce thème, pour ce quatrième webinaire, parce qu'il porte sur le réemploi. Sujet qui, nous savons, tient à cœur au maître d'ouvrage et qui a un champ d'innovation et d'expérimentation pour tous les acteurs du bâtiment. Dès qu'on a proposé le sujet du réemploi, on a tout de suite vu qu'une grande partie du réseau souhaitait qu'on organise un webinaire sur ce sujet. Alors, pour débattre de ce sujet passionnant, nous allons donc commencer avec un retour d'expérience d'une opération exemplaire en matière d'économie circulaire, la restauration de la maison des canaux. Et on a comme intervenante donc Noémie Straskiewicz, désolée, je me suis entraînée avant, mais voilà. Directrice de l'exploitation des canaux, avec Clara Simé, donc architecte co-gérante de Grand 8, un cabinet d'architectes, donc ils vont nous exposer le cas de la restauration de la maison des canaux, qui d'ailleurs a fait l'objet de plusieurs articles et de plusieurs publications. Puis Elisabeth Gello, donc avocate associée chez SCOV, nous présentera les leviers juridiques pour mettre en place le réemploi sur vos chantiers, Rim, ton micro est coupé. Comment donc affronter les freins au réemploi, en tout cas les freins peut-être aussi qu'on s'imagine en matière de responsabilité. Et Elisabeth Gello, donc avocate associée chez SCOV, va nous aider à y voir plus clair. Très rapidement, point logistique, vos micros sont tous coupés pendant les interventions. Vous pouvez lever la main, prendre la parole, poser des questions à la fin des interventions et donc réactiver votre micro. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Ça a bien marché dans les autres webinaires. On prend toutes les questions. On essaie avec Océane de faire l'animation. Et pour finir, donc le webinaire, il est enregistré pour rediffusion en replay sur le site web. Et Noémie et Clara, je vous laisse la parole. Merci Rim, merci Océane, merci à Démoclès de nous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir présenter aux côtés de Clara, donc de la coopérative Grand 8, la phase 2 des travaux qui a été menée donc par le Grand 8 et la ville de Paris. Donc moi je suis Noémie Staskiewicz, je suis la directrice d'exploitation de l'association Les Canaux et de la maison. Ce que je vais faire très rapidement, ça va être juste de vous faire une toute petite remise en situation de ce que c'est l'association Les Canaux. Et ensuite, je donnerai la parole à Clara pour qu'elle vous explique en quoi tous ces travaux reflètent l'activité aussi des canaux et de l'association. Le chantier qu'on a depuis le début, il a toujours voulu être exemplaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en œuvre l'ensemble des actions que nous avons menées. Mais l'idée, ça a toujours été, et c'est encore, de montrer ce qu'il est possible de faire en économie circulaire, de pouvoir inspirer les acteurs du bâtiment et pourquoi pas les aider et les accompagner à modifier leurs pratiques. Qu'est-ce que c'est donc l'association des canaux? Nous avons une vision, c'est que l'économie sociale et solidaire doit devenir l'économie dominante. Donc pour cela, nous avons une mission qui est depuis 2017 de fédérer et de faire rayonner l'ensemble des acteurs économiques qui mettent l'humain et l'environnement au cœur de leur projet. Cela, ça se déroule de plusieurs façons. On accompagne, on crée des événements et on apporte du business. Je veux bien, Clara, que tu me passes la slide d'après, s'il te plaît. Je voulais aussi vous présenter assez rapidement la communauté à laquelle on s'adresse. On l'appelle notre communauté, mais bon, c'est la communauté des acteurs pour l'humain et l'environnement, si on veut être un peu ambitieux. Donc nous, on s'adresse à la fois aux entrepreneurs à impact, c'est-à-dire aux gens qui, dès le début de leur parcours d'entrepreneuriat, ont décidé qu'ils voulaient travailler sur l'humain ou l'environnement. On s'adresse également aux collectivités territoriales et au pouvoir public, dont l'objet n'est pas uniquement d'avoir un impact positif sur l'environnement. Alors attendez, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent plus.
On s'adresse également aux financeurs et aux incubateurs pour aider au développement de cette économie. Enfin, on s'adresse évidemment au monde académique et scientifique, puisqu'il faut un petit peu de ressources pour réussir à construire les choses de façon intelligente. Et on s'adresse également aux citoyens pour les sensibiliser à ces modes de consommation. Ensuite, pour rentrer un tout petit peu plus dans nos programmes, on a donc des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs, également pour les collectivités. Nous avons des programmes de formation qui ont pour objectif, par exemple, de comprendre comment je peux mobiliser la commande publique pour intégrer plus d'économie circulaire ou d'économie sociale et solidaire dans mes marchés. Nous avons également des programmes, je ne sais plus dans quel ordre c'est, merci, d'apport d'affaires, comme je vous le disais. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte, encore une fois, que les structures de l'ESS prennent encore un plus grand poids économique. Et donc là, l'idée, c'est une fois que vous avez développé votre solution, nous, on va vous aider à trouver des clients et on va aider aussi les collectivités et ou les plus grands acheteurs à faire confiance aux acteurs de l'économie circulaire, faire confiance aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et cela, ça pourra se faire via notamment du conseil, de la sensibilisation, donc ça c'est des conférences, des expositions, des marchés, des projections qui se passent dans la maison. C'est également de l'animation, c'est-à-dire que nous, on organise tous ces événements et on fait visiter cette maison tout au long de l'année, sauf quand on est en travaux puisqu'on ne peut pas. Et encore, d'ailleurs, si vous avez été convaincu par la présentation de Clara, nous organisons, Clara et moi et la ville de Paris, des visites du chantier les 16 et 20 octobre, je crois. Ouais, Clara n'a pas remis son micro, donc c'est que j'ai pas dû dire une bêtise. Les 16 et 20 octobre, où vous pourrez découvrir d'une part les travaux qui sont en cours, et d'autre part, les travaux qui ont été réalisés dans la première phase, que je vais également vous présenter rapidement, qui ont été également des travaux exemplaires. Donc, c'était la rénovation du premier et du deuxième étage, qui sont les espaces bureaux, donc là où nous, on travaille tous les jours. Cette rénovation avait pour objectif d'être entièrement en économie circulaire. Donc, en fait, 95% des déchets qui ont été utilisés sur le chantier ont été soit réutilisés sur place, soit réutilisés ailleurs, soit sont partis en filière de recyclage. Les 5% restants sont en fait les déchets plombés ou amiantés qu'on ne sait pas traiter. Je voulais juste vous montrer deux petites slides de photos pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent les bureaux actuellement que nous occupons, et pour vous dire que voilà, l'ambition c'était de faire de l'économie circulaire, mais c'est aussi de faire quelque chose de très beau pour, encore une fois, inspirer et donner envie d'aller vers ces économies-là, et aussi de travailler avec l'ensemble de l'écosystème francilien qui savait travailler de cette façon, donc en économie circulaire. Donc nous avons mobilisé plus d'une vingtaine d'acteurs autour de cette question du réemploi et du coup de l'ameublement de notre maison. Donc vous voyez une carpette, non, ça s'appelle une moquette qui a été réalisée en ce qu'on appelle cradle to cradle, donc c'est une technique de recyclage de moquette à moquette. C'était de la vieille moquette, ils en ont refait de la moquette. Et comme je tiens à souligner que c'est nous qui avons choisi cette palette de couleurs, vous pouvez prendre couleur unie si vous le souhaitez. Vous voyez également des sièges qui sont en plastique, qui ont été faits par une structure qui est à Ivry, qui s'appelle Maximum. Voilà. Et au milieu, vous voyez des chaises dans un espace bleu. C'est notre salle d'attente. Et en fait, ces chaises ont été réalisées par Emmaüs. Et en fait, c'est fait en latte de sommier. Et au plafond, vous pouvez voir également des luminaires qui sont réalisés en réemploi, également par la structure Maximum. Et c'était juste pour, sur la photo de droite, je voulais vous montrer ce placard qui en fait n'a pas été acheté, n'a pas fait l'objet de grands travaux. Il s'agissait simplement, on a défait les grandes portes de placard en arrivant, ça a été retravaillé par un menuisier et du coup on a refait des petits box. Mais du coup ça c'est un des exemples de réemploi sur place. Voilà, donc ça c'était le premier et le deuxième étage. Je vais maintenant laisser la parole. Ah ben non, il me reste une salle et la grande salle où je voulais parler notamment de la modularité. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une salle de réunion qui accueille une vingtaine de personnes et on peut la voir soit en grand format
on appelle ça conseil d'administration, nous, soit sur un format un peu plus espace de travail partagé. Vous voyez que les tables en fait sont les mêmes, soit on les réunit les réunir pour faire une grande table, soit on les éclate pour faire plein de petites tables. Et au plafond, ça c'était pour un geste un petit peu artistique, mais c'est réalisé par un artiste qui s'appelle Junior Fritz Jacquet et qui travaille avec des femmes éloignées de l'emploi. Ce sont des nuages qui sont faits en papier sulfurisé, déclassé. Voilà. Si vous avez des questions, de quelle structure fait cette moquette? Ege Carpet, E-G-E-C-A-R-P-E-T. C'est pour ça que j'ai dit carpet au début. Voilà. En tous les cas, on voit que le réemploi doit être beau et donner envie. Et là, c'est beau et ça donne envie. Tout à fait. C'est ça exactement l'enjeu. C'est pas parce qu'on fait du réemploi qu'on fait des choses qui sont moins belles. Et que l'économie circulaire, c'est désirable. Merci Noémie. Vous m'entendez bien. Je vais donc moi vous parler de cette seconde phase de travaux qu'a lancé la ville de Paris, donc maîtrise d'ouvrage aux côtés des canaux exploitants du lieu. Donc vous voyez un très bel exploitant déjà très engagé sur toutes ces questions et qui plus est resté, c'est une opération qui s'est menée là sur la seconde phase en site occupé, ce qu'on appelle. Et donc ils étaient présents et témoins et patients aussi de tout le déploiement qu'on a mis en place et que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, vous recontextualisez un petit peu la maison des canaux. On est sur le bassin de la Villette, on est très très connecté au grand territoire par l'axe des canaux qui s'élancent vers la Seine-Saint-Denis et vers le 93 en général. Une histoire aussi du lieu qui est maintenant très dédiée au loisir, le rapport au bassin et de la promenade et ce lieu-là, mais aussi un ancrage dans une histoire industrielle, puisque c'est un des représentants d'une architecture industrielle où ce grand port parisien n'a plus aujourd'hui d'existence et a peu de vestiges, mais était bien là néanmoins. Pour vous donner un petit périmètre de l'opération, cette seconde phase, on est en conception-construction, donc un montant de travaux d'études réunis à 1,3 million. Donc nous sommes, Grand 8, mandataires d'un groupement d'entreprises et de maîtrise d'œuvre, qui est un outil assez innovant et très adapté là ce qui nous occupe aujourd'hui, le réemploi. Des travaux qui ont été commencés, donc un dépôt de permis l'année dernière et puis un démarrage des travaux en février pour une livraison fin novembre. Et puis donc 900 mètres carrés d'intervention à plus ou moins grande échelle, une grosse intervention au rez-de-chaussée sur la terrasse, nous le verrons, et une isolation du premier étage qui reste en site occupé. Donc ça, c'est les interventions d'usage. Les canaux avaient besoin de retrouver un rez-de-chaussée qui soit plus à même d'accueillir les grands rassemblements qu'ils font. On avait besoin aussi de construire une terrasse. Ils faisaient ça en manière éphémère tous les ans, mais là de manière pérenne. Donc occuper le quai et la promenade. Et globalement d'améliorer la performance thermique puisque de nombreux niveaux n'étaient pas isolés, premier rez-de-chaussée, et puis le chauffage était au fioul, donc avec Switch Bureau d'études, nous avons pensé la manière frugale dont on pourrait intervenir sur les dimensions énergétiques de l'opération. Une ambition aussi pour les territoires, de faire appel au savoir-faire manufacturier, aux différents acteurs du territoire, nous y reviendrons, de structurer aussi la filière, celle du réemploi, puisque vous êtes tous intéressés aujourd'hui, on sait bien qu'elle est encore un peu émergente et qu'elle a besoin d'être renforcée, et donc à l'occasion des opérations, on y contribue. Et opérer une synergie d'acteurs justement avec différentes typologies d'intervenants et également avoir un impact bas carbone et low-tech, donc être dans une démarche de conservation et d'atteindre les 100% en économie circulaire ou en tout cas le viser. Travailler la réversibilité et la déconstructibilité et en mettre en place aussi l'ACV, y compris l'ACV qui pourrait rendre compte du travail qui a été fait sur le remploi.
Dire aussi que la ville de Paris s'est engagée à notre proposition à innover aussi sur une recherche, on appelle ça innovation traditionnelle parce que c'est réhabiliter des savoir-faire anciens, c'est-à-dire l'application du plâtre sur l'ati bois et puisque les textes ne le permettent pas aujourd'hui, la possibilité de remettre ça en œuvre dans une mise en œuvre contemporaine sur du biosourcé et donc un test au feu qui a été fait au CSTB par la ville de Paris avec un accompagnement scientifique sur la question et qui s'est avéré positif et qui nous permet de le mettre en œuvre aujourd'hui sur les canaux. Une gouvernance qui est spécifique, je vous ai parlé de la conception-construction, mais aussi un dialogue d'égal à égal, que ce soit, en tout cas très constructif et horizontaliser les décisions, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, exploitants, mais également artisans. En tout cas, nous, dans notre pratique en conception-construction, une co-conception avec eux depuis le début qui favorise le succès de la mise en œuvre en remploi. Enfin, une mobilisation de l'écosystème au sein des services de la ville de Paris, dont on sait qu'ils sont nombreux, et donc ces ressources-là mises à contribution également. Une gestion de projet à l'échelle du territoire, nous, en conception-construction, donc un partenariat qui, en périmètre élargi, revient à une 50aine de partenaires pour nous, maîtrise d'œuvre en plus ou moins échelle d'implication, et puis un cercle resserré d'opérateurs qui sont sur un territoire très proche, là on le voit, c'est pour ça qu'on a voulu la restitution en cartographie, et puis aussi la présence massive de l'économie sociale et solidaire, avec notamment 2 entreprises d'insertion à Pichebat et Travail et Vie qui totalisent 65% du marché en l'occurrence. Des logiques territoriales aussi à l'œuvre, donc dont je parlais à l'instant, là avec Sequano, Est Ensemble, la démolition en partenariat d'une halle à Bondy dont ils étaient propriétaires et dans lequel ils sont vraiment impliqués sur la fiabilisation. Nous, on a travaillé à la caractérisation avec Bellastock dans une convention avec un dispositif que j'ai pas le temps d'explorer mais très intéressant, FCRBE, je vous invite à aller voir ce qu'ils font, et un accompagnement sur le sujet assurantiel sur les questions structurelles, puisque nous avons fait le choix sur la terrasse de remployer ces structures pour pouvoir les mettre en œuvre sur une pergola et un support de platelage qui vient se poser littéralement sans fondation sur le quai, tel que vous le voyez sur cette image, et GME qui a mis en œuvre et qui se spécialise dans le remploi de matériaux structurels en métal. Vous situez donc un petit peu l'environnement immédiat, promenade, pistes cyclables, on est près de Stalingrad, il y a un cinéma à côté, je vais assez vite, une grande salle à rez-de-chaussée donc dont nous avons démoli les murs et vous verrez de quelle manière on a proposé son réemploi, une grande terrasse qui n'existe pas aujourd'hui mais qu'on crée, et puis donc un rapport au paysage qu'on essaye de mettre en œuvre, et là aussi la dimension esthétique, c'est-à-dire n'être que dans des matériaux de remploi, mais leur trouver une nouvelle expression, une nouvelle esthétique qui vient s'intégrer très harmonieusement grâce au savoir-faire, à l'architecture patrimoniale et traditionnelle en rénovation. Montrer maintenant quelques ouvrages, on ne pourra pas tout explorer, mais quelques-uns qu'on a voulu développer et maximiser un peu sur chaque geste qui était fait et chaque besoin, parce que l'objectif est bien de répondre à des besoins contemporains, bien sûr. Faire ombrage sur la terrasse, diviser l'espace, le grand espace, puisque vous avez vu, il y a de nombreuses activités et les nécessités de polyvalence et de multiplication et d'hybridation des usages sur les lieux est de plus en plus fort. Donc, un système, vous le verrez, pour pouvoir moduler et puis, bien sûr, isoler les 2 niveaux qui nous intéressent. Avant tout, la mise en place d'une logistique et d'une gestion des déchets très spécifique qui consiste à prendre attention, grâce au travail de Travail et Vie, à la valorisation de la matière in situ qui sont issus de la démolition, bien sûr, porter regard sur chacun des matériaux, un tri attentif et sur ce qu'on ne réemploiera pas sur site, leur trouver le meilleur usage
et la meilleure filière avec une attention sur les filières déchets à travers du SOGED pour leur trouver une issue la plus favorable et non pas un recyclage un peu aveugle comme ça se fait parfois. Ensuite, porter attention, donc je le disais, sur la préparation des matériaux pour un réemploi in situ. On constate ici justement que l'emploi d'insertion dans la préparation et le curage des matériaux et leur valorisation in situ est tout à fait adapté. Et maintenant, je vais vous exposer les différentes explorations que nous avons faites, les ouvrages, plutôt avec un angle par métier. Donc là, si on explore la question de la maçonnerie, qu'est-ce qu'on peut faire en remploi en maçonnerie? Et bien là, la proposition que nous faisons, c'est de travailler la pierre sèche. Donc on a fait venir un artisan formateur pour accompagner les équipes, qui est muraillé en Ardèche. Donc qui a transmis et qui est en train encore actuellement de transmettre son savoir. Le gisement, la matière, c'est à la fois ce qu'on a démoli à l'intérieur, donc ces pierres calcaires que vous voyez qui sont entreposées sur le site, et en même temps, on a ce gisement de la ville de Paris, qui est la plateforme de Bonneuil que peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui sont pour partie les rebuts suite aux transformations et aux normalisations des voiries de la ville de Paris et qu'elles stockent et qui sont donc un gisement de très grande qualité, d'une très grande variété, non standardisée et qu'on va nous remployer sur le site pour créer le soubassement de la terrasse et de la structure dont je vous parlais tout à l'heure. Mur qui sait accueillir dans son sein le tout venant du chantier, et donc on est précisément dans cette esthétique et dans cette logique du réemploi, et la création d'un mur pierre sèche contemporain avec une expression toute parisienne malgré tout et pas rurale. Et puis d'autres déclinaisons de la maçonnerie, ce qu'on appelait circulaire, toutes les dalles de sol, du réemploi de dalles de sol, de marches granito qui sont issues d'un logement social en démolition à Romainville. Également aussi qui vont servir de dalles à l'intérieur du bâtiment. Autres dalles qui vont constituer les sols du bâtiment avec bégoplaques, des découpes marbrières de dalles de béton issues du chantier de démolition de la Porte Maillot. Donc là aussi une expression esthétique d'un matériau et la réétude de l'ensemble de la filière depuis le gisement jusqu'à l'intervenant intermédiaire, sa transformation et la mise en œuvre sur site. Également aussi le travail sur la plâtrerie, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un essai. Pourquoi un essai pour réhabiliter la façon au plâtre en enduit? Eh bien aussi parce que ça fait appel à des savoir-faire locaux, mais également un gisement local, puisqu'on a à Paris la chance d'avoir un fort gisement en plâtre, et donc sa mise en œuvre sur la Tibois, vous voyez là à Pigebat, qui met en œuvre sur la Tibois et qui va enduire prochainement ce rez-de-chaussée. On est sur de l'isolant bio-sourcé et remployé à la fois, puisque c'est un cousin de notre métisse bien connu qui rassemble un peu toutes les attentes d'un matériau aujourd'hui à faible impact. Et puis toutes les déclinaisons qu'on peut avoir sur la tapisserie et la tapisserie circulaire, avec le doublage à l'étage. Donc je vous rappelle qu'on était en site occupé, donc la nécessité d'avoir recours à une filière sèche, de ne pas générer de poussière. Donc là on a remployé des isolants issus d'un chantier de Tati en démolition, un hangar qui était issu du territoire, et remis en œuvre avec un doublage en moquettes qui ont été valorisées, moquettes qui sont issues de l'événementiel, qui est un grand pourvoyeur aussi de matériaux de qualité, de mise au rebut, et qui ont été surcyclées, on appelle, pour leur donner une nouvelle expression, une nouvelle esthétique, par les résilientes Emmaüs, qui sont des couturières et des designers. Et on a travaillé avec Pigebat à la réhabilitation et au retour au geste tapissier qui était donc d'inspiration
plus ancienne, une pratique inusitée, mais qui nous semble être tout à fait adaptée à nos enjeux contemporains. Donc vous voyez là la grande salle que Noémie nous montrait tout à l'heure, donc un exemple. Autre exemple de valorisation du textile, qui est donc un gisement très intéressant dans ces enjeux contemporains sur le réemploi dans le bâtiment. Des cloisons amovibles qui vont être à la fois écran acoustique et puis paravent visuel aussi, pour avoir dans un même espace plusieurs activités. Donc là, vous voyez tout le travail sur les textiles. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a aussi tout le champ des stores, de la protection solaire que vous viendrez voir sur le chantier, j'espère. Ensuite, tout ce champ aussi de la menuiserie circulaire. Donc là, je vous présente une application à partir d'un gisement unique qui est la porte issue des logements sociaux. Donc là, un partenariat avec différents bailleurs sociaux, RIVP et Logis, pour la valorisation de ces montants-là. Donc une caractérisation avec l'atelier rare, très fine, des essences, de leur capacité et de ce qu'on va pouvoir faire de ce gisement. Une première déclinaison pour constituer le platelage de la terrasse, donc en petites lattes, vraiment adaptées. C'est le matériau lui-même qui nous dit comment répondre aux besoins qui est exprimé par l'exploitant ou par la maîtrise d'ouvrage. Donc là, cette première déclinaison, des déclinaisons aussi pour constituer les plaintes avec les panneaux qui ne seraient pas en chaîne, puisque vous voyez que les montants étaient en chaîne et on vient faire des destinations nobles comme du parquet bois debout, là, comme vous le voyez, des expérimentations avec du joint au plâtre, et c'est aussi pour vous montrer toute la dimension créative que constitue cette pratique et cette démarche. Au-delà simplement de remployer, bien sûr, quand on remploie un toilette, qu'il devient un toilette, on est déjà dans un acte vertueux, mais là s'ouvre un champ et la possibilité de création d'emplois à toute l'échelle du territoire, d'emplois de qualité. Et il ne faut pas s'imaginer là, avec les images que je vous montre, qu'on est dans du travail exclusivement de grand art. C'est bien au contraire l'idée de constituer des filières accessibles dans leur technique à tous les savoir-faire, et qui, bien sûr, demandent une bascule de la rémunération vers les savoir-faire, vers le temps de travail, mais le coût matière lui-même étant baissé, on arrive à des équilibres financiers tout à fait intéressants. Une autre déclinaison de ces porte-palières, la constitution du treillage de la terrasse. Donc là, on a travaillé sur petits éléments de bois avec atelier rare à travers fil et post-créa pour l'assemblage. Donc là, je vous passe, c'est un peu des choses d'architecte, mais qui vont permettre d'ombrager et de clore l'espace sans trop le séparer de son paysage. Et donc, où sont pensés l'entretien et l'introduction harmonieuse du bois dans l'espace public aussi, qui est un enjeu pour nous tous aujourd'hui. Comme le disait Noémie, le premier geste, c'est d'abord conserver. Donc là, la stratégie sur l'isolation, elle a consisté aussi à conserver les fenêtres qui pouvaient être conservées, c'est-à-dire que lorsque nous avions des doubles vitrages, il y a eu un jeu de chaises musicales pour les remployer, s'entendre avec Switch et puis Tribu Énergie qui est AMO, pour convenir de performances non pas dégradées, mais tolérables, pour pouvoir conserver les fenêtres qui rendraient les services et pouvoir considérer que la matière, c'est pondérer la nécessité de prendre attention à la conservation d'un patrimoine aussi et d'une matière de qualité. Si j'aborde cette question de la préservation des ressources en eau et en énergie, donc j'ai commencé à l'évoquer, une stratégie là aussi d'ombrage et de confort d'été, frugalité là aussi puisqu'on vient ombrager avec des éléments textiles là aussi en réemploi, préservation de la matière avec le choix d'une chaudière biomasse, et puis de ventilation naturelle. J'y viens, donc je ne reviens pas sur les niveaux isolés, mais c'est ce que ce schéma présente. Le choix de la ventilation naturelle dans un ensemble qui est en restauration.
Donc, vous voyez ici les différents équipements. Donc là, on est plutôt d'installer une CTA double flux, on a un système double flux là aussi de ventilation naturelle à récupération donc de chaleur, mais passif, donc sans moteur. Et ça, c'est Switch qui a mis ça au point. Ils l'ont expérimenté déjà à Rony sur différents groupes scolaires. Et on en refait ici l'expérimentation, sauf que ici on est dans l'existant, donc ça nécessite de passer quelques gaines. L'air, ça prend un peu de place. Et il y a eu collaboration avec les exploitants pour leur trouver la place. Ça aussi, c'est une stratégie. Alors, on n'est pas strictement dans le réemploi, mais c'est aussi une stratégie de frugalité de matière, dans le sens où on va préserver la fabrication d'équipements qui sont lourds en impact carbone dans leur fabrication. Préservation également, enfin, je vais terminer par là. De l'eau, on est pourtant dans un environnement totalement minéral, et trouver des stratégies pour, là, vous voyez, stocker l'eau qui va être employée dans les toilettes, à l'arrosage, etc., sous la terrasse même. Donc, dans la conception intégrée, quand bien même on n'aurait pas de possibilité d'intégration à la parcelle, donc trouver d'autres types d'équipements peut-être plus simples pour valoriser ces questions. Et enfin, la nécessité, puisqu'il s'agit, bon, bien sûr, le bâtiment se veut être un démonstrateur, et on multiplie les visites pour pouvoir témoigner de cette démarche. Mais également, on a, dans le courant de l'opération, monté avec les CAMI, la Ville de Paris, et en partenariat avec Ecopolis, un dispositif de formation qui vous est adressé notamment, et qui s'adresse à la fois donc aux maîtrises d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, mais aussi aux artisans et aux ouvriers, aux entreprises d'insertion, pour aller vers ces métiers et pour faire monter tous ensemble, parce qu'on est convaincu que la filière doit se constituer de manière très collaborative. On insiste sur la nécessité d'inventer des gouvernances partagées, ce qui, pour les maîtrises d'ouvrage, est vraiment une opportunité vraiment de redonner sens à leur pratique. C'est le témoignage que j'ai eu, notamment là, de la Ville de Paris, mais de toutes les personnes avec lesquelles, maîtrises d'ouvrage, on a pu expérimenter ces méthodologies. C'est aussi de se retrouver à la confluence, voilà, d'un réseau de partenaires, et d'être à nouveau en prise avec la matière, en prise avec les personnes qui vont le faire, et donc voilà, redonner du sens à son métier de cette façon-là, c'est une chose qui est tout à fait audible. Donc ce dispositif des chemins du bâtiment circulaire, puisqu'il s'appelle comme ça, est un déploiement, donc une formation courte pour chacun, pour aller vers ses pratiques et pour aller vers d'autres formations plus longues si on souhaite poursuivre le chemin. Et notamment à l'occasion de chantiers. Là, on commence donc avec notre chantier, puisque on va former les personnes directement sur le chantier, donc les ouvriers à la technique de la pierre sèche, les menuisiers à la technique donc du réemploi dans le champ de la menuiserie, et puis un module là sur les tapissiers. Et nous développerons sur les métiers de logisticiens et de différentes lots qui sont amenés à collaborer sur un chantier. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour cette présentation passionnante, et le nombre de questions qui vous attend montre à quel point elle est passionnante. Océane, combien de temps pour les questions? Alors, comme Noémie et Clara ont hyper bien respecté le timing, vous avez 10 minutes de questions. Merci, bravo pour le respect. Bravo pour le timing. Alors, on ouvre le bal des questions. Alors, j'ai vu que certaines ont été déjà traitées, mais on va quand même les poser. Alors, je m'excuse, je ne vais pas citer les personnes. Ceux qui souhaitent prendre la parole pour poser les questions, n'hésitez pas à lever la main et prendre le micro. Entre-temps, moi, je commence à faire passer les questions qui sont sur le chat. Donc, y a-t-il eu un surcoût pour ce chantier? La fameuse question du surcoût à chaque fois qu'on essaie de parler d'économie circulaire et pas que du réemploi. Si oui, de combien de pourcents versus chantier identique non circulaire?
Est-ce qu'il y a des éléments de réponse? J'ai vu que plus loin, on disait qu'il faut attendre la fin du chantier, mais là, aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques éléments à partager avec les participants sur d'éventuels surcoûts, voilà. Alors, donc effectivement, il va falloir attendre le temps du bilan. Pour l'instant, on est sur un coût d'opération, vous voyez, qui est assez raisonnable. Un ratio simple mètre carré. Alors, sachant qu'on n'est pas réintervenu sur l'ensemble de l'étage, donc le périmètre, il faudra être plus fin par la suite. On n'a pas encore fait l'exercice. Encore une fois, le bilan, c'est aussi que on peut apprendre ensemble à compter autrement. Donc, je pense que pour l'instant, on est dans un coût d'opération qui est maîtrisé. C'est ce qu'on observe. En tout cas, il n'y a pas eu aucune dérive financière par rapport à l'enveloppe initiale. Il y a eu un amendement de la ville de Paris sur un coût initial qui avait été plutôt sous-estimé. Je pense que je ne trahis pas. Ils sont pas présents. Enfin, je sais qu'Isabelle Lardin est dans le tutoiement, mais qui avait été un petit peu sous-estimé. Donc, il y a une revalorisation. Mais bon, on est passé d'une valorisation. On était à 1 million et on est passé à 1,3 million études et mise en œuvre comprise. Donc, on est dans un périmètre qui est quand même maîtrisé. Se redire que c'est vraiment un déplacement aussi de richesse pour le territoire. C'est nécessaire aussi de le dire que si on compte autrement, encore une fois, quand on prescrit du réemploi, on prescrit des emplois, du travail local et de la transformation locale. On ne prescrit pas un produit sur catalogue qui a été produit à l'autre bout du monde. C'est une évidence, mais c'est bien de se le rappeler tous. Et donc, tout dépend comment on compte, j'ai envie de dire. C'est beaucoup moins cher si on pense impact carbone, impact social. Mais vous en êtes tous convaincus si vous êtes là. Voilà, c'est exactement ça. C'est de quel coût on parle. C'est surtout ça qui compte, de quel coût on parle et par rapport à qui. Quelle incidence de STRI sur le planning de l'opération? Je pense que ça a été pris en compte dès le départ. Alors oui, tout à fait. Le tri fin, je vais vous dire, en fait, le marché a été monté, enfin, on a monté l'équipe de telle manière que Travail et Vie, donc entreprise d'insertion, elle avait une mission logistique et préparation qui était intégrée totalement et qui était sa mission. Et elle a aussi la mission de faire vivre le chantier, c'est-à-dire qu'elle a la mission d'installation de chantier qui est traditionnellement dévolue aux lots gros œuvres. Mais c'est un lot à part entière et donc elle est chargée de logistique, y compris de transport matière, intersites, stockage, entre ateliers, puisqu'il y a pas mal de transport de matière sur le territoire. Et donc on leur a prévu une enveloppe logistique qui pour l'instant n'est pas atteinte. Donc on est encore dans notre périmètre qui était relativement modeste par rapport à l'enveloppe globale. Et après, bien c'est vraiment la personne en chargée. Sa mission est clairement définie sur à la fois sa mise en filière et la gestion du chantier propre et de la destination de la matière qui va sortir du site, mais aussi la gestion de ce qui va être remployé sur le site même et sa transformation. Mais somme toute, c'est des choses qui ont été conduites pendant le temps du chantier et en parallèle de la mise en œuvre des autres lots. Donc l'impact n'est pas très notable. Alors, ensuite, on arrive à des sujets assurantiels qui vont être traités aussi dans la deuxième partie de notre webinaire. Comment vous avez appréhendé le sujet assurantiel pour le réemploi de la structure métallique, par exemple? Alors, peut-être, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a été accompagné par Bellastock avec Cécile Marzorati qui a travaillé à la caractérisation du matériau. Ensuite, il y a eu un accompagnement. Parce que je ne savais pas si tu l'avais fait ou pas. Pour le carreau, j'ai demandé du coup à Alice et Benjamin de faire. C'est trop tard, ça y est, je l'ai fait puisqu'on a une petite interruption. Oui, c'est bon, j'ai coupé le micro. Oui. Merci aux participants de couper leur micro. Ouais.
Et ensuite, il y a eu un travail donc Cécile a fait la coordination entre, d'une part, le bureau d'études, le bureau d'études structure, bureau de contrôle APAV qui est associé à l'opération, et puis dans le cadre, et puis l'artisan lui-même, le charpentier qu'on a vu, GME tout à l'heure, et donc la coordination de ces 3 acteurs. La ville de Paris a aussi mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif FCRBE, qui est un dispositif européen pour étudier des problématiques spécifiques au réemploi. Et là, on a voulu mettre l'accent sur cette question-là, sur cette opération, puisque c'est une des opérations pilotes du dispositif. La ville de Paris a interrogé son AMO sur les questions assurantielles. La conclusion a été, bon, j'en fais un résumé, après caractérisation, après identification, après interrogation des différentes assurances des partenaires, il a été conclu en fait que les compétences qui étaient in situ et une caractérisation à chaque étape du projet, sans sondage trop poussé non plus, il n'y a pas eu de prélèvement de matière pour analyse en laboratoire, datation et un principe aussi de vie du matériau, voilà, de l'existence, du fait qu'il datait seulement de quelques années, ont permis de conclure que les savoir-faire de l'artisan et les connaissances du bureau d'études étaient suffisantes pour donner garantie que ce matériau, sans surcoût assurantiel, pouvait être remis en œuvre sur un second site. Merci pour cette réponse détaillée. Je vois qu'il y a des questions concernant le cahier des charges, et donc Isabelle Lardin de la ville de Paris propose de les mettre à disposition, donc vous pouvez la contacter. D'ailleurs, merci Isabelle de réagir et de nous aider dans l'animation et la réponse aux questions sur le chat. J'essaie de prendre encore une ou deux questions. Avez-vous rencontré des difficultés particulières sur la dépose soignée pour le réemploi ? Est-ce que des recommandations, c'est ça que vous me dites? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières sur le volet dépose, donc déposer en vue du réemploi? En fait, on a travaillé. Alors, soit il existe sur des sites belges, alors que je pourrais mettre en ligne des petites méthodologies maintenant spécifiques à destination des entreprises, geste par geste, outil par outil, comment déposer, déconstruire et garder l'intégrité du matériau. Donc, c'est Rotor qui a développé ces petites explications et tutos très commodes et très pratiques sur le chantier. Après, j'ai envie de dire, c'est l'entreprise elle-même qui monte en compétence sur le site, et on fait des essais d'outils, de dépose, de gestes pour trouver ce qui va le plus rapidement possible, parce qu'on a un enjeu de temps, bien sûr, puisque ce qui est de l'argent sur un chantier de remploi, c'est le temps. Et donc, il faut trouver les systèmes de déconstruction et de mise en œuvre qui soient les moins gourmands. Mais qui donne quand même place au geste et à la matière, encore une fois, et à la dimension esthétique de la matière. Mais donc on a chaque fois, donc avec Lucie Allard de Travail et Vie, étudié de savoir comment on pouvait, et les différentes entreprises, le maçon lui-même, finalement il s'y est mis aussi, c'est un maçon traditionnel pour certaines démolitions, il a lui aussi finalement pris le geste, et les ouvriers eux-mêmes, pour conserver les matériaux dans leur intégralité afin qu'ils puissent être employés. J'ai pas noté que ce soit un obstacle là sur le chantier majeur, ça s'est fait assez naturellement. Il est vrai qu'on a rencontré plus de difficultés sur des sites tiers parce qu'il y a beaucoup de matière qui a été sourcée aussi sur des chantiers de démolition tiers issus de diagnostics ressources qui nous avaient été communiqués ou par d'autres biais. C'est vrai que quand nous ne sommes pas en charge de la déconstruction nous-mêmes, et de cette attention portée, une sensibilisation de l'entreprise, et que c'est réellement sa mission d'être dans la préservation de la matière,
Ça a été plus compliqué parfois et il est arrivé qu'il y ait eu des démolitions qui soient bâclées et du coup que la matière puisse pas être remployée. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'à la phase où on en est, tant que le cadre n'existe pas encore suffisamment, je dirais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que intégrer à son marché de la déconstruction, ça peut être une voie raisonnable actuellement. Alors, Océane me presse pour dire qu'on va passer à la deuxième intervention. Juste un mot de conclusion pour répondre à une dernière question. Synthèse de cette expérience, quels sont pour vous, et comme ça on peut faire le lien aussi avec la suite des présentations, les principaux freins à cette démarche. Pour vous, quels sont au final les principaux freins que vous avez rencontrés dans cette démarche? Et voilà. Alors c'est dommage qu'on ne me pose pas la question inverse parce que j'aurais mieux répondu quel bonheur vous apporte cette démarche. Donc je peux répondre comme ça, c'est un peu un biais. Les principaux freins, c'est que en maîtrise d'œuvre, on a manqué de moyens en pilotage, très honnêtement. Et c'est pas du fait de la maîtrise d'ouvrage, on expérimente, hein. Mais donner des moyens à un pilote pour le réemploi, parce que ça demande des ressources en réemploi, il faut pouvoir faire une permanence architecturale, il faut pouvoir être très très présent sur le site. Et c'est aussi une garantie de réussite. Peut-être une extension du métier d'OPC, mais plus intégrée à la maîtrise d'œuvre, serait aussi des pistes très intéressantes. Donc le frein, ça pourrait être un manque de temps en maîtrise d'œuvre. Voilà, personnellement, si on m'interroge, et la volonté de pouvoir déployer davantage voilà, que un peu plus de moyens serait bienvenu sur cette question. Et puis il y a bien sûr le décalage de calendrier, puisque sur la matière, sur les freins, vous voyez la structure métallique, on l'a attendu un petit moment et pourtant on avait tous bien bordé le périmètre, y compris avec nos partenaires. Mais on a attendu qu'un monsieur enlève les voitures de ce hangar assez longtemps. Donc vous voyez, on a buté sur un tout micro détail auquel on n'avait pas pensé. C'était le locataire du lieu qui a bloqué l'ensemble de notre chantier. Donc c'est vrai qu'il y a ces petits freins-là, qui sont des freins qui ont impacté là de plusieurs mois la mise en œuvre de la terrasse. Mais ce sont des freins habituels qu'on trouve sur tout chantier et pas spécifiques à un chantier de réemploi. En tous les cas, merci beaucoup pour ces réponses. Et puis, et pour le côté pénurie actuelle de matériaux, on est champion du monde en ce moment, hein. On a tout sous la main. Merci beaucoup. L'enthousiasme en tous les cas et la qualité de votre présentation effectivement donnent envie. Maintenant, c'est légitime que quelques maîtres d'ouvrage qui n'ont pas encore commencé se posent des questions en amont pour anticiper d'éventuels freins logistiques, techniques, juridiques. Merci beaucoup à toutes les deux et donc je passe la parole à Elisabeth Gelot donc pour rentrer plutôt dans le cœur du sujet juridique et donc comment faire pour céder ces fameux matériaux qu'on a sur les bras et qu'on voudrait bien voir aller sur un autre chantier. Voilà, on a vu, hein, il y a plein de questions encore sur les questions assurantielles. Ça fait plusieurs années quand même qu'on travaille sur ces sujets. Donc éclairez-nous, maître. Merci. Eh bien, écoutez, vous éclairez sur le sujet assurantiel. Je ne l'ai pas prévu, donc j'espère qu'on aura le temps sur les questions d'y revenir sur les solutions. Mais je pense que comme on l'a évoqué, c'est des solutions au cas par cas. Donc, c'est plus des retours d'expérience qu'on compile pour l'instant que vraiment des solutions un petit peu magiques. Et du coup, les freins juridiques qui peuvent se poser, en fonction, encore une fois, des expériences, peuvent être divers et variés. Et donc, vivre, c'est choisir et c'est renoncer. Donc, il a fallu choisir et on s'est dit, on va vous présenter comment faire pour céder du coup tous les matériaux qui ont été diagnostiqués, soit dans le diagnostic PEMD, soit dans le diagnostic ressources, et où c'est vrai que parfois, finalement, les maîtres d'ouvrage commencent très très bien, font cette démarche, mais il y a pas mal de réemploi in situ qui n'est pas possible, et on se retrouve avec pas mal de matériaux qui sont réemployables, et on ne sait pas comment faire pour trouver preneur, et juridiquement comment goupiller ça avec les marchés publics, quelles procédures on doit respecter. Donc l'objectif, c'était de vous éclairer sur cette question spécifique.
L'objectif, c'était de vous proposer une méthode assez simple et que vous ayez le support ensuite pour pouvoir tout simplement le refaire vous-même à chaque fois que nécessaire. La première étape, ça va être de vérifier que vous pouvez bien céder ces matériaux-là. Pour tous les maîtres d'ouvrage, il y a certains points de vigilance à contrôler. Et puis, on fera un focus pour les maîtrises d'ouvrage publiques, les pauvres qui sont plus contraintes encore. Et il faudra vérifier les conditions et les procédures de cession qui sont applicables. Et là, sur ce point, malheureusement, j'ai dû faire des préférences. Il fallait choisir, vu que les régimes sont différents. Donc, on prendra l'exemple des OPH. Donc, une fois que vous avez vérifié que vous pouvez céder ces matériaux, la deuxième étape, ça va être d'organiser la cession. Et donc là, pour tous les maîtres d'ouvrage, je vous propose un focus sur les documents contractuels qu'il faut prévoir. Donc, comment donner et puis comment vendre. Et puis, encore une fois, on refera un petit focus sur la question pour les maîtrises d'ouvrage publics d'articuler ces cessions avec les marchés publics liés à l'opération de déconstruction. Deux petits rappels pour que ce soit un peu, qu'on soit tous sur le même niveau d'information, parce qu'il va y avoir des grands experts du réemploi et puis des plus novices qui commencent sur cette voie de la sagesse. Le premier point, c'est que bien sûr, si vous envisagez du réemploi in situ pour votre propre opération, il n'y a pas vraiment de problématique juridique importante en termes de transfert de propriété, etc. Il y a surtout des questions logistiques importantes à traiter, donc vous avez vu dans la première intervention. Et puis le deuxième rappel, c'est important, les matériaux de réemploi ne sont pas des déchets. Donc, ils sont soumis au régime des biens meubles. Ils ne sont pas soumis au code de l'environnement. Et donc, pour que justement, ils relèvent bien de ces codes qui visent les biens, maintenant, on a un critère dans le code de l'environnement. Et concrètement, il faut que les matériaux que vous donnez ou que vous vendez fassent l'objet d'un petit contrôle en sortie de chantier par un opérateur qui s'y connaît un petit peu en matière de réemploi et qui est capable de dire oui, c'est bon, c'est réemployable, etc. Donc, ça peut être un maître d'œuvre, un artisan qui connaît ce type de matériaux, une association d'économie circulaire, bref, ça peut être, il n'y a pas de caractère spécifique, mais voilà, une fois qu'on est d'accord là-dessus, on est parti pour comment on fait concrètement pour les céder. Donc je vous ai rappelé, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, parce que je sais que pour les maîtrises d'ouvrage, c'est toujours quand même un petit peu la croix et la bannière après le diagnostic pour se dire oulala. Mais là, il va falloir qu'on trouve des preneurs, comment on va faire, comment il faut le faire, quels sont nos risques, quelles sont nos responsabilités. Donc, je vous rassure, il y a plein de solutions maintenant bien éprouvées parce qu'effectivement, comme on vous disait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on le fait. Donc, on a développé quand même beaucoup de solutions. Et donc, on va voir les deux étapes que je vous ai présentées dans le sommaire. D'abord, vérifier qu'on peut bien céder les matériaux et puis organiser la cession. Vérifier qu'on peut céder les matériaux. Pour toutes les maîtrises d'ouvrage, il y a 2 points de vigilance, je pense, qu'il faut bien examiner avant de vous lancer dans les transferts de propriété. Un point important, il faut vérifier qu'il n'y a bien pas de réserve en lien avec l'amiante et le plomb pour les matériaux dans le diagnostic PEMD. Sur ce point, au-delà des réserves, je sais qu'il y a pas mal il peut y avoir des associations qui vous tentent et qui vous disent oui, mais nous, il y a du plomb, mais il n'y a pas de souci, on a des techniques, on va enlever tout ça, donnez-les-nous. Là, pour le coup, d'un point de vue strictement juridique, je vous le déconseille parce que le plomb et l'amiante, en fait, ce sont des matériaux où il y a un dispositif particulier qui vous oblige à les traiter comme des déchets et à les éliminer et à les évacuer hors du chantier. Donc, il n'y a pas lieu de considérer que potentiellement, ils peuvent faire l'objet d'un réemploi. Ils doivent être traités comme des déchets. Donc, s'il y a un doute, voire même si vous savez que c'est des matériaux contaminés, voilà, ne les donnez pas, ne les vendez pas, peu importe ce qu'on vous raconte en face. Traitez-les comme des déchets. C'est mon conseil juridique en tout cas. Et puis l'autre point de vigilance où parfois je vois que c'est pas toujours regardé, ça dépend bien sur la taille des maîtrises d'ouvrage et du temps qu'on a. Mais vérifiez bien dans les marchés et surtout avec les devis qui sont signés avec les entreprises de travaux, les démolisseurs, s'il y a des choses qui sont prévues s'agissant des matières de récupération ou des biens réutilisables en l'état ou après réparation. Il y a pas mal de contrats, souvent c'est plutôt sur on sort des marchés publics, on est plus sur du contrat privé, où en fait le démolisseur vous propose certaines clauses dans lesquelles il va acquérir les bâtiments à démolir, où il va acquérir les biens qui sont réutilisables contre une certaine somme. Et dans ce cas, en fait, finalement, à partir du moment où vous avez signé ça, le transfert de propriété, il a été fait, et donc c'est l'entreprise de travaux, le démolisseur,
qui est propriétaire. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut céder les matériaux qui feront l'objet d'une dépose ou qui sont sur le chantier, ce seront eux. Donc voilà, faites bien attention à ça parce que sinon il peut y avoir des petites cacophonies sur qui transfère la propriété alors que finalement elle avait déjà été transférée. Sur justement la problématique des maîtres d'ouvrage publics, l'autre chose qu'il y a à faire pour vérifier si on peut céder les matériaux, c'est de bien contrôler les conditions et les procédures de cession qui sont applicables en fonction du coup du maître d'ouvrage. La première étape, c'est de vérifier que le matériau appartient bien au domaine privé. La deuxième étape, c'est de vérifier les conditions pour vendre ou pour donner. Et la troisième étape, ça va être de vérifier les procédures nécessaires pour vendre ou donner. Ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail. La première question, qui est généralement simple à résoudre, c'est de vérifier simplement que les matériaux que vous voulez donner ou vendre pour du réemploi appartiennent à votre domaine privé. Donc globalement, ce qui est plus simple, c'est de se dire est-ce que ça appartient au domaine public? Ce qui va appartenir au domaine public, c'est tous les matériaux, les biens qui présentent un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Concrètement, les seuls cas où moi je me suis déjà posé la question, c'est plus pour tout ce qui est objet immobilier situé dans un immeuble classé ou inscrit. Voilà, c'est ce type de questions. Donc si jamais ça relève du domaine public, la problématique c'est que vous ne pouvez pas les céder en l'état. Leur cession est impossible et il faudra donc les déclasser, les désaffecter et les déclasser préalablement pour pouvoir les céder. Mais donc c'est des cas très rares. La plupart du temps, les matériaux, les composants issus d'une déconstruction appartiennent à votre domaine privé. Le domaine privé, c'est tous les matériaux ou biens ordinaires, classiques. Donc généralement, c'est le cas. Donc c'est une question à laquelle que vous pouvez répondre assez rapidement. Mais simplement, voilà, vérifiez qu'ils appartiennent à votre domaine privé. Dans ce cas-là, la cession est possible directement. Il n'y a pas forcément de procédure obligatoire très lourde. Mais en revanche, il y aura tout de même des conditions à respecter qu'on va voir juste après. Les conditions pour vendre ou donner, donc elles vont varier en fonction des personnes. Donc comme je vous le disais, c'est un peu le problème. Au début, j'avais un peu l'ambition de présenter pour tout le monde, mais on n'a pas le temps. Donc ça va être différent si c'est des collectivités, si c'est des établissements publics de l'État, si c'est un OPH. De manière générale, de toute façon, il faut se repérer au Code général de la propriété des personnes publiques. Et puis, il faut aller regarder aussi parfois des délibérations qui ont pu être passées, les statuts de la structure, etc. Là, j'ai pris le cas des OPH parce que j'ai bossé sur pas mal d'opérations avec des OPH, donc je pense que c'est vraiment en train de se développer. Donc, dans le cas des OPH, les conditions et la procédure pour céder les matériaux sont fixées par le Code général de la propriété des personnes publiques, mais également par le Code de la construction et de l'habitation. Donc, il faut articuler ces deux codes pour savoir comment faire. Donc là, je vous montre comment il faut faire si vous voulez donner, enfin céder à titre gratuit, ou si vous voulez vendre, donc céder à titre onéreux. C'est deux cas un petit peu différents, il faut respecter différentes conditions. La première option, c'est vous avez des matériaux qui ont été évalués finalement à une valeur marché nulle. C'est des matériaux, voilà, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas se vendre, il n'y a pas de valeur. Donc en fait, mis à part les céder à titre gratuit, vous ne pourrez pas leur offrir de réemploi derrière et trouver un preneur. Donc dans ce cas-là, feu vert, il n'y a pas de problématique particulière. C'est une cession du coup finalement à la valeur marché du matériau, même s'il y a zéro, c'est une cession à titre gratuit qui va être conforme à l'intérêt général environnemental, conforme à votre obligation de privilégier le réemploi, conforme à la bonne gestion des deniers publics, parce que c'est plus intéressant pour vous de céder à titre gratuit vos matériaux qui peuvent être réemployés plutôt que de passer un marché pour de la collecte. Donc voilà, c'est du win-win-win. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Après, il y a une autre hypothèse, c'est celle où vous avez des matériaux qui ont une certaine valeur, donc vous savez qu'ils pourraient se revendre à un certain prix, si vous les mettez en ligne ou si vous trouvez un acheteur, mais vous voulez les vendre à un prix inférieur ou à un prix symbolique, voire gratuitement, à une association justement sur le territoire, avec un projet de territoire qui est fort, qui est intéressant en termes sociaux, etc. Dans ce cas-là, il y a plus de questions à se poser. Le premier point, c'est que en principe, les personnes publiques ne peuvent pas accorder de libéralité, ne peuvent pas faire de dons. L'exception, c'est que la jurisprudence considère de manière générale, mais a priori
c'est valable aussi pour les cessions immobilières, que vous pouvez céder des biens à une valeur inférieure à leur coût de marché si la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et s'il y a des contreparties suffisantes pour vous. Donc ça, ce sera assez facile à démontrer dans votre cession de matériaux de réemploi. Il y a un motif d'intérêt général qui est assez manifeste, que ce soit la prévention des déchets, la question de l'impact carbone, etc. Bien sûr, pour renforcer cet aspect intérêt général, c'est conseillé de privilégier le don à des associations à but non lucratif. Et puis, pour les contreparties suffisantes, généralement, ça peut être le fait que ça vous fait économiser, comme je vous disais, une prestation de collecte. Ils peuvent aussi, par exemple, venir faire un petit peu de dépose pour récupérer ces compenses-là. Donc voilà, donc c'est pareil. C'est plus, contrairement à la première option, il faut bien respecter et justifier que vous avez respecté ces conditions. Mais sinon, cela, on est bon. Et l'autre point de vigilance, c'est aussi si jamais la valeur estimée des matériaux va excéder 23 000 €, il faudra conclure une convention un petit peu plus détaillée pour le coup, mais on reviendra sur les documents contractuels à produire ultérieurement. Elisabeth, on ne voit plus votre écran. D'accord. Alors je reviens. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon, parfait. Super. Désolée. Donc là, on a vu l'hypothèse où vous voulez les donner, les céder gratuitement à des acteurs du territoire. Et puis, l'autre possibilité, c'est donc de les vendre et de les céder à titre onéreux. Dans ce cas-là, c'est feu vert total. L'OPH peut librement céder les matériaux appartenant à son domaine privé contre un prix correspondant à sa valeur marché. Et donc, bien sûr, encore une fois, je vous mets sur cette slide, si vous réutilisez ensuite le support, vous, dans vos opérations, de bien vous rappeler, attention, si jamais c'est en dessous de la valeur de marché. J'ai vu qu'il y a des questions, on pourra y revenir à la fin sur comment on la détermine, cette valeur de marché. Et puis, la troisième étape pour les maîtrises d'ouvrage publiques, ça va être de vérifier les procédures qui sont nécessaires pour vendre ou pour donner. Alors, dans le cas des OPH, parce qu'encore une fois, on ne peut pas traiter tout le monde, dans le cas des OPH, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence ou de publicité obligatoire. En revanche, attention, si jamais vous faites le choix volontairement, justement, notamment pour établir la valeur marché ou alors pour essayer de rechercher un équilibre économique dans l'opération, de mettre en place une forme d'appel à projet, d'AMI, d'enchères, peu importe, que sais-je, pour que les matériaux trouvent le meilleur preneur possible. Une fois que vous avez fait cette procédure de publicité et de mise en concurrence volontairement, vous êtes tenu de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats qui vous proposent de racheter les matériaux. Donc voilà, pas de mise en concurrence publicité obligatoire. Si vous avez des contacts avec les acteurs du territoire, allez-y directement. Et puis si en revanche vous décidez de vous-même de vous y soumettre, attention parce qu'ensuite vous êtes tenu. Et puis une autre procédure qu'il faut anticiper, c'est les décisions à prendre en amont au sein de l'organisme public. Donc, dans le cas de l'OPH, ça va être à l'organe délibérant de l'établissement de décider de la cession des biens meubles. Donc, le plus simple, ça va être d'opter pour une décision qui acte globalement la cession de l'ensemble des composants réemployables identifiés dans le diagnostic et qui ne seront pas réemployés in situ. Donc voilà, vous pouvez, et pareil, dans cette décision un peu globale, vous pouvez prévoir, encadrer les conditions de cession. Donc, par exemple, préciser est-ce qu'il y a des cessions, il n'y a que des cessions à la valeur marché, ou alors est-ce que vous acceptez aussi des cessions à une valeur inférieure s'il y a un motif d'intérêt général, etc. Voilà. Donc vous encadrez, vous prenez une seule décision parce qu'effectivement, s'il faut prendre des délibérations à chaque fois qu'on trouve un preneur, on n'est pas rendu. Donc une seule décision est valable. Donc vous prenez cette grande délibération en amont pour encadrer les conditions de cession. Et puis ensuite, c'est le directeur général qui pourra signer les contrats. Voilà, donc je vous déconseille d'essayer de ne pas respecter cette procédure parce qu'encore une fois, pour l'instant, il y a peu de contentieux sur ces questions. Mais cette procédure, si elle n'est pas respectée, voilà, ça peut annuler la cession avec des problèmes potentiellement en cascade. Donc le mieux, c'est de faire ça bien. Donc encore une fois, là, je vous ai mis tout le raisonnement pour les OPH. Malheureusement, le raisonnement pour les collectivités est différent et le raisonnement pour les établissements, par exemple, publics de l'État ou pour l'État en général, les services de l'État, est différent aussi. Donc là, en revanche, il faut faire ce petit travail à chaque fois pour chaque maître d'ouvrage public.
Donc, on a vu la première étape, vérifier qu'on peut céder les matériaux. Et puis, l'étape 2, concrètement, il faut organiser la session. Donc, pour tous les maîtres d'ouvrage, la question qui se pose, c'est quel document je dois prévoir, quel type de contrat je dois prévoir, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans, voilà. Donc, si jamais vous donnez, si c'est du don, les responsabilités et les garanties qui sont liées au don sont extrêmement réduites, voire inexistantes. Donc, c'est pas indispensable de faire un document contractuel très lourd. Ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait une excellente traçabilité. Encore une fois, c'est un gros enjeu en matière de réemploi et comme on vous l'expliquait, c'est extrêmement important, notamment pour le volet assurantiel ensuite sur leur remise en œuvre. Donc, il faut absolument qu'il y ait une bonne traçabilité et vous avez quand même un devoir d'information en matière contractuelle de manière générale. Donc, il faut transmettre des informations. Donc, concrètement, ce que je vous conseille, c'est de formaliser le don avec une attestation de don ou une convention de cession à titre gratuit. L'objectif, c'est surtout que ça identifie bien les deux parties et puis les biens qui sont cédés. Et puis, vous signez ça au moment où vous remettez effectivement de manière irrévocable les matériaux au donataire. Donc, l'idée, voilà, c'est d'acter la date de cession, de bien identifier le consentement des parties qui se transmettent les matériaux et puis d'identifier ces matériaux. Et puis, comme je vous disais, le deuxième volet, c'est de bien transmettre toutes les informations disponibles sur les matériaux que vous donnez. Donc, ça, bien rappeler le caractère d'occasion, bien transmettre les fiches produits qui ont pu être faites avec à l'issue du diagnostic ressources, rappeler les différents défauts qui pourraient résulter notamment de la dépose si elle n'a pas été parfaite. Si vous avez, ça aussi très important, vous connaissez le fabricant d'origine, vous avez encore les fiches de sécurité, si elles sont disponibles, transmettez. Et puis, il est utile aussi, je pense, même dans le cadre du don, même si vous avez peu de responsabilité et de garantie, de bien inviter et de bien informer le donataire, la personne qui va ensuite récupérer les matériaux, l'inviter à faire requalifier les matériaux. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le sujet assurantiel, l'évaluation des performances techniques, etc., avant toute remise en œuvre. Voilà, sur le sujet en lien avec le sujet assurantiel. Et puis le dernier conseil que je vous ai mis, c'est évidemment si jamais vous êtes une entreprise et puis que l'association à qui vous donnez les matériaux vous propose de vous faire un reçu fiscal pour que votre don soit éligible dans le cadre du mécénat, demandez bien le rescrit à l'association parce qu'il y a pas mal de cas dans lesquels finalement en fait il n'y a pas de rescrit. Donc encore une fois, c'est assez risqué pour vous ensuite de déduire ces sommes. Pour vendre, là, c'est une toute autre affaire. Les responsabilités et garanties en cas de vente sont très importantes. Donc, l'acheteur pourra soit solliciter une réduction du prix, soit provoquer la résolution du contrat et là encore demander l'intégralité, donc la restitution du prix. Et le pire, il peut aussi demander la réparation pour les préjudices subis et des dommages-intérêts. Donc, je vous mettais un exemple, ça peut être le retard qui serait pris dans les travaux ou une perte de chance si vous avez donné des matériaux qui sont défectueux ou qui sont viciés. Donc, vous pouvez vous retrouver derrière dans un contentieux où on vous demande de payer les frais de réparation, voire des frais de démolition et des travaux de réhabilitation pour le composant vicié. Voilà, je vous ai mis des exemples de jurisprudence, mais donc la responsabilité est beaucoup plus importante. Donc là encore, ce que je conseille, c'est si vous faites de la vente, deux choses. D'abord, un contrat blindé et de deux, faites-le s'il y a quand même une vraie économie, un vrai équilibre économique dans l'opération de cession et que c'est vraiment intéressant. Là, je vous ai mis une slide, je suis désolée, elle est un petit peu difficile à décrypter là, mais je me suis dit comme ça, vous l'aurez et vous pourrez l'utiliser quand ensuite vous ferez vos opérations de cession. Donc, le but de cette slide, c'était de vous expliquer quelles étaient vos obligations, quels étaient les risques et surtout de vous donner des conseils sur qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez dans le contrat pour limiter, voire exclure complètement ces risques. Donc, comme je vous disais, il y a une obligation d'information. Vous devez informer votre co-contractant des informations dont l'importance est déterminante pour lui. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour le don, mais là pour le coup, c'est vraiment impératif, ne squeezez pas cette étape. Rappelez bien dans le contrat qu'il s'agit de biens d'occasion qui peuvent induire des exclusions de garantie dans les polices d'assurance construction de base, qui peuvent nécessiter une requalification par un bureau de contrôle pour être mis en œuvre. Sur l'obligation de délivrance conforme, en gros, c'est le risque, c'est le produit que vous allez céder n'est pas conforme à ce que vous aviez annoncé, ou il va souffrir d'un défaut qui le rend impropre à l'usage auquel il était destiné.
Donc ça, pour réduire ce risque, le tout, c'est de bien expliquer justement que quelque part, c'est des matériaux où on ne peut pas s'engager à grand-chose. Donc ça, vous pouvez tout à fait le prévoir dans le contrat. Donc rappeler que ce sont des biens d'occasion, que l'acheteur ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient d'une qualité déterminée ou de la meilleure espèce ou voire d'une espèce moyenne, qui ont déjà été utilisés, qui sont déposés dans le cadre d'opérations de déconstruction, que leur prix est en conséquence peu élevé. Voilà, expliquez bien le contexte, comme ça, mais marquez-le dans le contrat. Et puis, il y a la question de la garantie des vices cachés. Ça, pour le coup, vous pouvez l'exclure dès lors que vous êtes entre deux professionnels qui exercent dans le même domaine, ou si vous êtes un non-professionnel et que vous cédez à un professionnel. Voilà, donc il y a pas mal, forcément, de toute façon, ces causes, elles donnent, en cas de contentieux, elles sont toujours plus ou moins contestées parce qu'il y a des sujets sur est-ce qu'elle était vraiment valable, est-ce qu'on était vraiment non-professionnel. Donc voilà, mais l'idée, c'est quand même de toute façon de prévoir dans le contrat que vous excluez la garantie des vices cachés. Et puis, il reste la garantie des produits défectueux. Donc, cette garantie, en principe, elle pèse sur le fabricant et de toute façon, elle ne pèse sur le fabricant que dans les 10 ans qui suivent la mise sur le marché. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est quand même, si vous pouvez, dans vos fiches produits ou quand vous vendez des matériaux, avoir bien cette information de quand date ce matériau pour savoir à peu près si cette garantie est toujours valable. Et si cette garantie est toujours valable, bien indiquer qui est le fabricant pour que si jamais il y ait un dommage qui soit lié à un défaut de sécurité du produit, que ce soit un dommage causé à la construction ou un dommage causé à une personne, et ben, ils puissent directement aller poursuivre le fabricant et pas vous. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut prévoir dans votre contrat. Et puis le dernier point peut-être, c'est, j'ai pas le temps de le traiter malheureusement parce qu'on ne peut pas tout traiter, mais il y a la question de la TVA qui peut se poser. Donc simplement à retenir, il n'y a pas d'exonération ou de taux réduit spécifique au réemploi. Donc en fait, ça va être des cas d'exonération ou de calcul de la base imposable qui vont dépendre d'autres types de critères. C'est pas lié au réemploi. Donc, il va falloir déterminer et opter pour le régime applicable. Je vous ai mis un lien vers un article que j'avais rédigé justement pour essayer de donner toutes les informations et que voilà, vous voyez un petit peu les différents cas et les différents régimes de TVA qui sont susceptibles de s'appliquer. Voilà, malheureusement, je ne peux pas développer plus, je pense, à ce stade. Et du coup, l'autre point que je voulais aborder, parce que c'est une question qui revient aussi, c'est pour les maîtrises d'ouvrage publics, comment est-ce qu'on fait pour articuler la cession avec les marchés publics qui vont être liés à l'opération de déconstruction et de réhabilitation. Il y a encore une fois, à mon avis, des centaines de manières d'articuler. Enfin, j'exagère, mais il doit y en avoir des dizaines. Mais en tout cas, schématiquement, ce que moi j'ai observé, la plupart des cas, c'est on va le faire hors marché, avant le démarrage du chantier ou au cours du chantier. Soit on va le faire dans le cadre du marché de travaux avec reprise. C'est des cas assez rares, mais j'en ai vu. Et puis, il y a aussi dans le cadre d'un marché de travaux sans reprise. Et là, pour le coup, c'est un cas aussi assez fréquent. Donc, c'est plutôt le cas du milieu qui est un peu plus rare. Hors marché, concrètement, ce qui se passe, c'est que généralement, il y a un contrat de prestation de service qui est signé pour la dépose des éléments, leur conditionnement et puis éventuellement le fait de les acheminer vers un lieu de stockage hors emprise du chantier. Et après, ensuite, voilà, comme ça laisse du temps pour vendre, etc. Sinon, il y a les cas dans lesquels on peut passer le contrat de vente et mettre une prestation accessoire de dépose. Donc ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup pour les petits lots d'éléments non structurels, mobilier, simples à déposer. Donc voilà, attention, dans ce cas-là, bien sûr, il faut que l'objet principal du contrat, ce soit bien la dépose et pas la prestation de service. Enfin, justement, il faut que ce soit l'objet principal, il faut que ce soit la vente des matériaux et pas la prestation de dépose, parce que sinon, c'est un marché de prestation de service et si jamais vous êtes un maître d'ouvrage public, il peut y avoir une requalification en marché. Et puis la dernière option aussi, ça peut être directement une dépose par les services du maître d'ouvrage. Je l'ai vu aussi sur certains types de projets où en fait derrière on a un réemploi directement en interne ou alors on passe des contrats de vente ensuite comme dans la première hypothèse une fois qu'ils ont été conditionnés et stockés. L'inconvénient de le faire hors marché,
c'est simplement, en fait, c'est pas de le faire hors marché. Le vrai inconvénient, c'est si vous le faites au cours du chantier. J'en vois beaucoup parce que malheureusement, en fait, on se rend compte au milieu du chantier qu'on aimerait bien le faire et qu'on a trouvé un preneur et que, etc. Le problème, c'est les implications en termes de sécurité sur le chantier qui peuvent être importantes en termes de coordination. Si jamais vous avez des acheteurs généralement, c'est des associations qui viennent en fait faire la dépose des matériaux pour les réemployer ensuite et qui vous les achètent comme ça. Voilà, il faut anticiper, ça peut induire des délais un peu supplémentaires. Elisabeth, juste, je tiens à signaler que voilà qu'on arrive au terme. Voilà. Ça marche. Il me reste 2 slides. C'est bon. Et ben du coup, simplement sur la reprise les marchés de travaux avec reprise. En fait, c'est l'hypothèse dans laquelle vous allez faire un lot où vous mettez dépôt sélective et reprise des matériaux. Un peu à l'instar, il y a 2 types de marchés de fourniture, par exemple pour l'automobile, où finalement on commande des nouveaux véhicules avec une obligation de reprise. Et donc derrière, en fait, votre prestataire, il doit trouver un équilibre entre le fait qu'il acquiert les matériaux et le fait qu'il réalise les prestations de dépose. Donc voilà, je vous ai mis un peu tous les détails sur comment est-ce qu'on peut faire ça. Et puis les marchés assez simples, c'est assez courant finalement de passer des marchés pour vendre. Donc généralement, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a des contrats d'AMO réemploi qui vont vous aider pour trouver justement des acheteurs, des associations qui peuvent les récupérer. Et puis il y a des cas dans lesquels aussi, pareil, vous pouvez passer des mandats de vente avec des mandataires qui vont s'occuper de les revendre pour votre compte via des plateformes où vous trouvez d'autres acteurs du territoire pour trouver des débouchés pour les matériaux. J'en ai fini, je suis désolée, c'était effectivement déjà très dense. Faut pas être désolée parce que c'était tellement complet que vous avez déjà répondu à certaines des questions qui étaient posées au fur et à mesure, notamment sur la TVA ou autre. Donc au contraire, un grand bravo à vous, super esprit de synthèse et super intéressant. Je pense qu'on a beaucoup progressé sur l'exploration des questions juridiques liées au réemploi. Il est 15h03, donc on dépasse, on déborde. On va quand même prendre une question. Isabelle Lardin, Ville de Paris, est-il possible pour les MOA publics de confier à l'entreprise de travaux de vendre les matériaux dans le cadre du marché de travaux? Oui, tout à fait. Je pense que du coup, ces 2 options, c'est soit ça rejoint l'hypothèse du mandat de vente, où vous pouvez passer, c'est un type de contrat que vous pouvez passer vous êtes surtout censé, c'est soumis au code de la commande publique. Donc, vous pouvez donner un mandat de vente et puis après, dans ce cas, en fait, ils vendent pour votre compte. Après, peut-être que dans cette hypothèse, le plus simple, c'est de faire la 2e option, c'est-à-dire de faire une obligation de reprise. Et j'ai pas pu le détailler, mais vous pouvez mettre des objectifs de réemploi où en fait, finalement, l'entreprise de travaux, elle doit justement faire la dépose, mais elle acquiert la propriété et elle doit vous rendre des comptes sur tout le réemploi qu'elle met en œuvre ou toutes les sessions ultérieures en vue du réemploi qu'elle peut faire. Donc oui, a priori, vous pouvez tout à fait recourir à l'entreprise de travaux pour assurer ça. Et une autre question, égoïstement, parce que la réponse m'intéresse. Les matériaux vendus, donnés, doivent-ils avoir le marquage CE? Alors, non, vous n'êtes pas obligé, quand vous vendez un matériau de construction, qu'il y ait un marquage CE. Vous pouvez vendre des matériaux de réemploi. En revanche, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément de marquage CE. Il n'y a plus de marquage CE sur les matériaux de réemploi. Et effectivement, si vous êtes, par exemple, sur l'hypothèse où vous voulez remettre en œuvre pour certains types de matériaux dans un établissement recevant du public, le marquage CE est obligatoire. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est un petit peu l'impasse, mais ça ne concerne pas tous les matériaux et c'est vraiment dans le cadre des ERP. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci aux autres intervenants aussi. Merci à vous tous d'avoir partagé ce dernier webinaire avec nous. J'espère que toutes ces présentations vous ont apporté des éclairages et vous ont donné l'envie de bien faire et d'aller jusqu'au bout de vos démarches d'économie circulaire. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux aussi. Je pense Océane, on a été largement au-delà des 200 personnes aujourd'hui. Un grand merci et bravo à Océane Legendre qui a préparé ce webinaire, à Éléonore, je ne sais pas si elle est connectée, mais qui attend impatiemment l'arrivée de ses bébés et qui a dû nous laisser
Donc, à un certain moment, il a fallu qu'elle s'arrête. Voilà, donc merci à tous et on continue à échanger. Continuez à échanger entre vous. Hein. J'ai vu beaucoup d'échanges d'adresses mail, de contacts, de volonté d'échanger des cahiers des charges. On reviendra vers vous pour vous donner le lien, toujours sur le site democles.org de la rediffusion en replay de ce webinaire, comme ça vous pourrez le partager avec d'autres personnes. Et aussi, pour les questions qui sont restées sans réponse, on reviendra vers vous dans les prochains jours avec les réponses qu'on aura pu recueillir auprès des intervenants. Très bel après-midi et très bonne semaine à tous.